Je vous souhaite donc la bienvenue dans cette salle de presse du service d'information du gouvernement pour le traditionnel point de presse sur la maladie à coronavirus Covid-19 au Burkina. En ce 23 octobre 2020, nous sommes avec le coordonnateur du comité sectoriel santé et directeur du CORUS. Le CORUS, c'est le centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires. Nous sommes donc avec le docteur Bikaba que nous accueillons pour sa déclaration liminaire. Docteur Bikaba, à vous la parole. J'ai le plaisir de vous faire le point de la situation de la Covid au niveau du Burkina Faso. Nous avons analysé 501 échantillons analysés et répartis à 348 tests de dépistage pour voyage, 77 tests de personnes contacts, 27 tests de cas suspects, 13 tests de voyageurs entrants et 36 tests de contrôle. Nous avons, en termes de confirmation, nous avons 12 personnes qui ont été confirmées, tous à transmission communautaire répartis, donc 6 à Ouaga, 3 à Bobo-Dioulasso, 1 à Banfora, 1 à Fada et 1 à Komboussiri. Nous avons notifié 33 guérisons, ce qui porte le total des guérisons à 1969 cas. Et le nombre de décès, 0 décès enregistré, soit un total de décès de 65 décès. Le nombre de cas actifs est de 399. Il faut dire que nous avons donc un cumul de 2433 cas confirmés, répartis entre 825 femmes et 1608 hommes. Donc nous avons 11 régions qui sont toujours actives, notamment le centre avec 130 cas, les hauts-bassins 192 cas, on voit que les hauts-bassins constituent le foyer principal actuellement. La boucle du Moun, 12 cas, les cascades, 18 cas, le centre-nord, 3 cas, le centre-sud, 2 cas, le sud-ouest, 7 cas, l'est, 18 cas, le centre-est, 15 cas, le nord, 1 cas, et le centre-ouest, 1 cas. Lorsqu'on regarde l'évolution du nombre de cas testés par semaine, on se rend compte qu'à la semaine 32, nous avons eu donc notre record du nombre de tests réalisés avec ces 4746 tests réalisés. Au cours donc, de la semaine passée, nous avons pu réaliser 2918 tests et pour cette semaine, nous avons autour de 1420 tests réalisés. Donc il y a une augmentation notable du nombre de tests que nous avons réalisés depuis le début. Pour ce qui concerne le taux de positivité de nos échantillons, nous sommes à 3,2%. Donc ça veut dire que sur l'ensemble de nos échantillons analysés, nous avons 3,2% donc qui sont positifs. L'évolution du nombre de cas nous montre effectivement que, après donc le pic que nous avons noté entre le 6 et le 12 avril, avec 151 cas qu'on avait notifiés, nous avons eu un autre pic donc, au cours du mois donc, de septembre, notamment dans la semaine donc, du 18 septembre où nous avons eu l'épisode des élèves donc, de l'ENAM à Bobo. Et au cours de cette semaine, nous avons enregistré 254 cas, donc ce qui constitue notre nouveau pic. Et la semaine passée, nous avons eu au total, donc, un total donc, de 93 cas, et cette semaine 46 cas. Quand on regarde la moyenne des 2 dernières semaines, des 4 dernières semaines au cours du mois, on se rend compte que nous sommes légèrement le même nombre de cas en moyenne que nous avions lorsque nous étions donc au mois d'avril, notamment lorsqu'on était au cours donc, du pic de l'épidémie. Mais nous disons que de manière globale, le nombre de cas a augmenté, mais lorsque nous analysons aussi en regardant le taux de reproduction de l'épidémie, nous avons noté également que le taux de reproduction de l'épidémie est à 1, ce qui montre que nous sommes en train d'aller sur une tendance donc, endémique. À un certain moment, nous avons noté que le taux de reproduction était inférieur à 1, ce qui voulait dire que l'épidémie était en train de mourir, mais nous constatons ces derniers temps que le taux de reproduction est à 1, ce qui montre que nous allons avoir un fond de Covid pendant un certain temps. Et c'est la raison pour laquelle nous disons qu'il nous faut nous habituer à vivre donc, avec Covid. Pour ce qui concerne l'évolution des cas et des décès, nous avons notifié donc, au cours donc, du dernier mois un certain nombre de décès. Nous avons notifié au total donc, 9 décès au cours du dernier mois.
Et ces 9 décès sont survenus chez des personnes âgées et porteuses donc de comorbidité, hypertension, diabète. La situation de la ville de Bobo-Dioulasso après le mois de septembre, où il y a eu donc un pic de 428 cas notifiés, est en train donc de diminuer, mais Bobo-Dioulasso reste toujours la ville la plus touchée. Qu'est-ce que nous avons eu à faire donc, après donc, l'épisode de Bobo, puisque nous avons eu à faire un point de presse extraordinaire ici pour expliquer ce qu'il en était. Donc, à la suite, nous avons donc travaillé à isoler les cas dans les sites de prise en charge. Notamment à Bobo-Dioulasso, il y a l'Institut régional de l'ENAM à Bobo, où nous avons donc isolé les cas dans cet institut et ils ont été suivis jusqu'à la guérison. À Ouagadougou, il y a 3 hôtels qui ont été donc identifiés et où les cas, donc, les élèves ont été suivis jusqu'à donc leur sortie guérison. Et nous avions mis en place un système d'alerte avec le numéro vert 3535 pour identifier les cas. Les 76 cas donc qui étaient sortis sans avis et nous avons pu les identifier et ils ont tous été suivis avec donc des bilans, des suivis à domicile jusqu'à leur guérison. Mais également, puisqu'ils sont allés dans la communauté, ils ont été en contact avec des membres de leur famille. Ces membres des familles également ont été suivis jusqu'à ce que la période donc admise, il y a eu des cas positifs parmi eux, mais ils ont été tous suivis, ce qui fait que pour le moment, on peut considérer que l'épisode donc des élèves de l'ENAM est entré et réglé définitivement. Nous avons travaillé également pendant cette période à renforcer la surveillance et bien sûr les élèves également qui étaient négatifs, nous avons suivi un certain nombre parce que vous rendez, on se rappelle que le 18, les premiers élèves négatifs étaient sortis, mais avec conseil de faire le suivi à J8 et à J14, donc ils ont également été suivis. Pour ce qui concerne les points d'entrée, notamment les aéroports, puisque ces aéroports sont ouverts, au total, nous avons enregistré environ 49 000 personnes, 49 643 personnes qui sont rentrées ou qui sont sorties. Et parmi celles qui sont rentrées, il y a 77% qui disposaient donc d'un test PCR. Et parmi ceux qui sortaient, il y a 66% aussi qui disposaient d'un test PCR. Il faut rappeler que parmi ceux qui rentrent, si vous rentrez et vous n'avez pas de test PCR, donc on vous fait donc un test à l'entrée du pays contre une somme donc de 90 000 francs. Au niveau des points d'entrée terrestres, nous avons notifié un certain nombre d'entrées et de sorties, autour de 725 515 cas, dont 109 alertes. Ça constitue essentiellement les fret, les camionneurs, tout ce qui concerne donc les marchandises. Quel est le bilan de nos activités? Donc, au cours du dernier mois, nous avons élaboré un plan opérationnel d'urgence de renforcement des capacités des points d'entrée. Donc, avec le renforcement donc, en cours des points d'entrée prioritaires en matériel, en équipement, tout ce qu'il faut. Pour les 6 prochains mois, ce plan donc, sera validé bientôt. Il y a l'élaboration des directives également relatives aux mesures de santé publique liées à la COVID-19 dans les structures éducatives et de formation professionnelle au Burkina Faso, dans le cadre de la rentrée scolaire, en collaboration avec le MENAPL et le MERCI, le ministère donc en charge de l'Éducation nationale et le ministère en charge donc de la recherche. Donc ces directives donc ont été validées et reste donc qu'elles soient adoptées et diffusées à l'ensemble des acteurs. Et ces directives permettront donc d'avoir une conduite à tenir dans les différents établissements lorsqu'il y a un cas confirmé qui survient. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il fermer l'établissement? Faut-il fermer la classe? Qu'est-ce qu'on fait effectivement des sujets, donc des élèves qui sont au contact du cas confirmé? Donc ces directives-là définissent à l'intérieur ce qu'il faut faire. En termes de défis pour donc, les jours à venir, nous avons donc le renforcement bien sûr des capacités au point d'entrée dans la perspective de la réouverture donc, de ces frontières terrestres. L'élaboration donc d'une directive pour une campagne électorale en toute sécurité en collaboration avec le comité sectoriel Liberté publique et engagement communautaire, parce que vous savez que bientôt, nous aurons la campagne qui sera lancée. Il y aura des grands regroupements. Nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait une directive qui sera partagée avec l'ensemble des acteurs politiques et qui va les donner des orientations pour la conduite à tenir pendant donc, cette campagne électorale et éviter que ce soit donc le lieu où nous ayons donc des grappes, comme nous l'avons connu dans certains moments.
Nous sommes en train d'élaborer un plan d'approvisionnement en intrants de laboratoire COVID-19 sur un an. Comme on le sait, on a eu des moments où nous avons eu des tensions de stock liées effectivement à la situation internationale où vous savez que au niveau donc, des pays du Nord, la maladie est en train de remonter. Donc les besoins se font croissants. Et comme nous avons eu des difficultés donc, dans le passé, malgré donc, toutes les dispositions que la CAMEG a eu à prendre, nous avons élaboré donc, un plan d'approvisionnement d'urgence sur un an, ce qui nous permettra donc d'anticiper sur d'éventuelles ruptures. Également, nous travaillons avec la CAMEG, bien sûr, pour qu'on puisse sécuriser ces intrants et ces réactifs pour pouvoir faire la confirmation du diagnostic. Il y a le renforcement également de la capacité d'accueil de prise en charge des maladies par la construction donc, des centres pour la prise en charge des maladies hautement pathogènes. On se rappelle que le Coronatron a pu rassembler la somme de plus de 450 millions. Et pour cela, ils ont prévu la construction de 3 centres de prise en charge des maladies hautement contagieuses. Au niveau du budget de l'État également, il est prévu la construction et réhabilitation des 4 centres. Et nous allons poursuivre dans ce sens. Il y a la dévolution de la prise en charge de la COVID-19 dans la routine. Et enfin, donc, le renforcement de la communication et de l'engagement communautaire. Donc, comme vous le voyez, au cours donc, de ce mois, nous avons noté une légère augmentation, ce qui est également corrélé avec la période de l'harmattan. En tout cas, nous interpelle pour que nous soyons vigilants, parce que le virus continue de circuler. Mais il continue de circuler sur un mode endémique. Mais nous devons rester vigilants et observer les différentes mesures de prévention, notamment par le port du masque, éviter de se saluer, éviter donc de s'embrasser et observer les différentes mesures d'hygiène et donc de la toux. Donc voilà un peu ce que je voulais passer, en insistant sur le fait qu'il y a un certain nombre de populations vulnérables. Ce sont les personnes immunodéprimées, ce sont les personnes diabétiques, les personnes âgées et les personnes qui ont des pathologies cardiovasculaires. Même si nous sommes asymptomatiques et que nous ne développons pas la maladie, nous pouvons être un danger pour ces personnes, pour nos proches que nous aimons, et donc entraîner chez eux des cas graves et voire donc des décès. C'est la raison pour laquelle nous interpellons toujours. Restons, la vigilance doit rester de mise, observons donc ces différentes mesures. Zango Karim, Radio Optima. Alors, vous avez dit que l'harmattan, en tout cas, approche à grands pas. Quel est le lien entre l'harmattan et le coronavirus? Parce qu'on a vu un temps au début, lorsque le coronavirus était venu, on nous disait que nous avons la chaleur et la chaleur pouvait combattre le coronavirus. C'est le contraire qu'on avait remarqué un temps, puisque le nombre de contaminés ne faisait que s'amplifier. Alors, vous évoquez l'harmattan aujourd'hui. Est-ce que l'harmattan est une période aussi qui favorise la montée en puissance du coronavirus? Concernant les élections à venir, c'est vrai que vous avez dit que quelque chose sera fait dans le but de jouer aussi un rôle pour éviter que la pandémie ne prenne de l'ampleur. Alors, qu'est-ce qui sera fait concrètement? Et le dernier point, qu'est-ce que le Burkina Faso a aujourd'hui à proposer au monde comme résultat de ses recherches contre le coronavirus? Merci. Je pose la question pour Sam Mednik, journaliste freelance. Premièrement, elle a visité certaines écoles dans certaines parties du pays et elle s'est rendue compte que les élèves ne portaient pas de masque, il n'y avait pas de savon et de lave-mains pour les élèves et les enseignants disaient qu'ils attendaient une dotation du gouvernement. Et le gouvernement disait qu'ils avaient des milliers de masques et de savons qu'ils préparaient pour la rentrée. Et si tout cela était prêt, pourquoi est-ce que les écoles n'ont pas été dotées de ces masques et de ces savons, de ces lave-mains avant la rentrée scolaire? La deuxième question, docteur, vous avez parlé d'une augmentation des cas de décès au cours du dernier mois dû à certaines comorbidités. C'est vrai que depuis un certain moment, on avait assisté à une certaine accalmie en ce qui concerne les décès. Mais pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on remarque cette augmentation des cas de décès en un si petit moment? La troisième question, est-ce que le Burkina Faso participe à un quelconque test anticorps
sur ceux qui ont contracté la maladie et qui ont été guéris. Ensuite, l'OMS dit qu'ils vont initier un programme de tests rapides. Est-ce que le Burkina Faso recevra ces tests? Si oui, quand? Et enfin, comme vous l'avez dit, en Europe et en Amérique, dans certains pays, on est en train d'assister à une seconde vague de contamination massive. Et qu'est-ce que le Burkina planifie dans ce sens? Est-ce que le Burkina compte fermer ses frontières? Il faut dire que pour ce qui concerne donc la période qui s'ouvre avec l'Harmattan, le début de l'Harmattan, c'est une période où nous observons que, du point de vue épidémiologique, il y a un certain nombre de maladies qui augmentent pendant cette période-là. Quand vous prenez octobre jusqu'en février-mars, les infections respiratoires, les toux, les bronchites, les rhumes, il y a une augmentation. Donc vous allez voir sur le cours que pendant cette période-là, on a en tout cas une grande augmentation donc, du nombre de cas. Et comme Covid, c'est une maladie respiratoire, on peut se dire que les facteurs climatiques sont en faveur donc, de ce qu'en tout cas on observe une évolution, en tout cas en termes de hausse du nombre de cas, parce que pendant cette période, il y a un vent sec qui souffle, qui assèche les muqueuses et qui fragilise les muqueuses. Et donc, on pourrait assister effectivement à une augmentation du nombre de cas. Pour ce qui concerne les élections à venir, nous allons, comme nous l'avons dit, c'est de produire donc des directives qui vont encadrer effectivement la couverture sanitaire des différents regroupements et qui seront donc produits donc, à tous les candidats. Et bien sûr, cela nécessite également l'engagement de tous, parce que ce sont des directives, mais les directives pour être appliquées nécessitent l'engagement de tous. Qu'est-ce que le Burkina Faso aujourd'hui a proposé en termes de résultats de recherche? Depuis hier, il se tient un colloque sur la Covid au niveau de l'université de Ouagadougou. C'est un colloque au cours donc, duquel il y aura un certain nombre de résultats de recherche qui seront présentés. Nous avons plus de 70 communications qui seront présentées au cours de ce colloque-là, et des communications provenant bien sûr du Burkina Faso. Ça veut dire qu'au niveau du Burkina, on cherche et on trouve. Et il faut dire également en termes de communication, nous partageons également en termes même de gestion aussi de la lutte contre la Covid. Nous avons participé également à un certain nombre de conférences où nous partageons également notre expérience par rapport donc, à la Covid. Pour ce qui concerne donc la question de l'ouverture des écoles, et comme on le dit, le ministère en charge de l'enseignement travaille. Il y a un certain nombre de masques qui sont produits. Hier, au cours de la session donc, du Comité national de gestion de la crise, de la pandémie, nous avons pu voir qu'il y a un certain nombre de masques, de quantités de masques qui sont produits et qui seront disponibilisés. Si ce n'est pas encore fait, qui seront disponibilisés dans les différentes écoles. Pour l'augmentation du nombre des décès que nous avons notifiés, effectivement, ce sont des points de préoccupation. Et nous travaillons effectivement sur deux registres. Le registre de la sensibilisation, comme on le dit, et le registre également de l'amélioration de la prise en charge des patients. Sensibilisation pour que les populations même effectivement respectent les mesures, portent le masque et évitent que la maladie se dissémine. On travaille sur le bord donc, de la prise en charge en essayant d'améliorer également la prise en charge. Pour les cas sévères, qu'on ait le plateau technique effectivement qui soit là pour prendre en charge ces cas sévères. Mais comme vous l'avez tous vu, les points de décès que nous avons notés, c'est tous donc des personnes vraiment âgées. C'est tous effectivement des personnes qui avaient des comorbidités. Mais il y a toujours des lieux donc de toujours travailler à améliorer cette qualité de la prise en charge. Pour ce qui concerne donc les tests rapides, nous avons eu de manière des petites recherches opérationnelles avec l'appui d'un certain nombre de partenaires pour faire un peu des enquêtes dans la population avec des tests anticorps. Cela nous permettra de savoir un peu, en tout cas, la circulation du virus dans la communauté. Il y a également des études qui sont prévues donc, et qui seront menées donc, par le Centre Muras qui nous permettront effectivement d'avoir donc la prévalence de la maladie à Bobo et à Ouagadougou. Donc ce sont des études qui vont être incessamment mises en œuvre. Ça nous permettra d'avoir le vrai poids de la maladie donc, au niveau de notre pays. Parce que pour ce qui concerne les tests, c'est ceux qui sont malades ou bien c'est ceux qui le veulent qui viennent faire. Mais par rapport à ces études-là, on va aller en communauté de manière aléatoire en prenant un certain nombre d'échantillons et on saura environ il y a combien % de la population qui a été en contact du virus. Pour la deuxième vague, la crainte de la deuxième vague,
effectivement, nous ne disons pas au Burkina d'abord que nous sommes dans une deuxième vague, mais nous notons une augmentation du nombre de cas. Et bien sûr, pour ce qui concerne les frontières aériennes, tous ceux qui viennent ici font des tests. Ils font des tests et c'est au regard du résultat de leurs tests qu'ils viennent. Et ceux qui n'ont pas de tests font les tests à l'aéroport. Les cas positifs sont suivis pour éviter que la maladie ne se dissémine. Donc, sur ce point de vue, il n'y a pas de raison vraiment. Les dispositions ont été prises effectivement pour pouvoir donc contrôler la maladie. Franck Pougbila, des éditions Sidoya. Docteur, l'opinion remarque ces derniers temps que le nombre de contrôlés est en dessous du nombre de cas guéris. Et nous, les journalistes, on nous approche et pour demander comment est-ce que ça se passe. C'est après contrôle qu'on déclare apte ou guéri la victime ou comment est-ce que ça se passe, puisque nous voulons la bonne information pour donner à l'opinion. Merci. Effectivement, pour les points relatifs au nombre de contrôles que nous avons ces derniers temps, il faut dire qu'à un certain moment, nous avons décidé donc de travailler à épurer notre base de données. Parce que vous savez que nous avons une base de données que nous suivons. Il y a un certain nombre de cas qui sont rentrés et au bout d'un certain nombre de temps, si nous n'avons pas d'informations de ces patients-là, et au regard du fait que, selon les directives de l'OMS, après 10 jours, vous n'êtes plus considéré donc comme contagieux, nous avons décidé donc de faire sortir ces cas-là, des cas dont on n'a plus de nouvelles. Donc, ce qui nous permet d'avoir maintenant une base de données, une bonne cohorte que nous suivons, et c'est donc ce qui explique peut-être les cas que vous avez vus guéris là sont plus importants que les cas contrôlés. Ce sont des cas donc, dont on n'a pas de nouvelles depuis plus de 10 jours, depuis plus de 2 semaines, et qui sont sortis quand on sort au fur et à mesure. Ok, Yaya Boudani, je travaille pour Radio Pulsar et pour Radio France Internationale. J'avais 2 questions. La première concerne les mesures déjà qu'on prévoit pour l'ouverture des frontières, parce que le docteur a parlé tout à l'heure des mesures qui vont être prises pour la réouverture des frontières. Est-ce qu'on sait quelles seront ces mesures-là et est-ce qu'il y a déjà une date pour cette ouverture-là? Et puis la deuxième question, c'est concernant la ville de Bobo-Dioulasso. On a parlé de la ville la plus touchée. Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'aujourd'hui Bobo-Dioulasso soit la ville la plus touchée? Pour ce qui concerne donc le point des frontières, nous avons, comme je l'ai dit, nous avons un document relatant tout ce qu'il faut comme disposition pour renforcer donc nos capacités. Ça, c'est déjà un point très important, puisque nous avons déjà un document aussi de directive qui fixe et qui est déjà appliqué donc au niveau des 2 aéroports, à Ouaga et à Bobo-Dioulasso. Et ce document de directive également qui encadre l'ouverture des frontières terrestres, et c'est valable pour les frontières terrestres. Ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est de renforcer au fur et à mesure les capacités. Et cela se fait en tout cas depuis des mois. Et ce sont les ressources également dont on a besoin pour accélérer la mise en œuvre. Sinon, ce document est disponible. Nous avons travaillé avec les partenaires techniques et financiers et qui nous accompagnent effectivement dans l'opérationnalisation de ces points d'entrée. Il faut dire qu'en termes de points d'entrée, lorsque nous avons fait l'évaluation donc du règlement sanitaire international au niveau du Burkina Faso en 2018, les points d'entrée, c'était l'un des domaines où nous avions donc le moins de capacités. Il y avait 19 domaines qu'on évaluait, mais c'était les points d'entrée, les frontières où nous avions vraiment très peu de capacités. On a été à un niveau vraiment minimal. Et ça sera effectivement une opportunité pendant Covid de travailler à renforcer donc nos capacités au niveau des points d'entrée, parce que c'est un des domaines importants dans le cadre du règlement sanitaire international. Parce que vous savez que le règlement sanitaire international permet donc de limiter la propagation des maladies tout en favorisant le commerce donc, à l'échelle donc, du monde. Donc, nos principaux points d'entrée ont déjà été renforcés et nous travaillons de faire de telle sorte qu'à l'issue de Covid, là, sur le point de vue des points d'entrée, on ait vraiment renforcé ces capacités. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que la ville de Bobo soit le plus touchée? Effectivement, c'est un constat que l'on fait. Il y a des hypothèses qui sont faites, mais on se gardera encore de tirer des conclusions. Donc nous continuons à analyser et à essayer de comprendre ce qui se passe donc, au niveau de Bobo-Dioulasso. Sinon, il y a des hypothèses qui sont faites, notamment pour ce qui concerne la mobilité et un certain nombre de facteurs.
Chers confrères, chères consoeurs, nous sommes à la fin de ce point de presse. En votre nom à tous, je dis merci au docteur Brice Bikaba. Le docteur Bikaba a fait le point de l'évolution de la maladie à coronavirus et de la riposte du Burkina Faso à l'épidémie. Il a lancé un vibrant appel pour un respect strict des mesures barrières en prélude surtout au grand rassemblement que notre pays va bientôt connaître, parce que le virus est là, le virus est une réalité et le virus circule toujours. Quant à moi, je vous dis bon retour dans vos rédactions. Prenez surtout bien soin de vous pour prendre soin de tous. Au revoir.